Donc merci d'être aussi nombreux pour cet atelier sur l'accessibilité des commerces. Je ne suis pas sûr qu'on respecte toutes les largeurs de cheminement dans cette salle. Et voilà, c'est ça. C'est un sujet qui passionne visiblement et c'est une bonne représentation de ce que peut être l'affluence. Donc nous allons commencer cet atelier donc, sur le commerce que l'on a appelé opportunités et obstacles. Vous allez pouvoir écouter 4 intervenants. Le 4e est sur le point d'arriver. Mais je vous présente tout de suite donc, Guillaume Simonin sur ma gauche, responsable aux affaires économiques de l'Alliance du commerce, qui présentera plus précisément son organisme dans un instant. Je vous présente, et j'aurais dû, pardon madame, démarrer par vous-même, Michèle Deniguet du CNISAM, directrice du Centre national d'innovation santé, autonomie et métiers, qui nous vient du Limousin donc. Merci pour ce long déplacement. Et je vous présente tout à fait à l'extrême gauche, donc à votre droite, Rémi Lotte, qui est le directeur de la construction et de la rénovation de la branche Grand Magasin aux Galeries Lafayette. Voilà, il nous manque simplement Franck Charton, qui est là, voilà, il arrive, délégué général de Périfem, pour être tout à fait au complet. Donc moi-même, je suis Noël Thorin, je suis le fondateur de Norma Concept. Nous sommes un cabinet qui œuvrons au quotidien pour la mise en accessibilité des commerces, depuis l'étude jusqu'aux travaux. Donc cet atelier m'intéressait moi aussi particulièrement, surtout lorsqu'on veut parler de solutions techniques, parce qu'on s'y confronte tous les jours. Et voilà, on va essayer de débattre autour de ce sujet. Simplement, pour les non-initiés, mais je pense qu'il y en a peu, un petit rappel sur la loi. Simplement pour rappeler à tous que quelle que soit la catégorie de magasins dont on parle, 1, 2, 3, 4 ou 5, vous savez, qui exprime une capacité de contenance de l'établissement recevant du public, on parlera d'ERP, eh bien tous ces magasins, tous ces ERP, tous ces commerces, quelle que soit leur catégorie, devront être mis en accessibilité pour le 1er janvier 2015. Je préfère dire le 31 décembre 2014, parce que beaucoup pensent que c'est plutôt fin 2015. Et la loi, donc, elle oblige les gestionnaires d'établissements recevant du public à mettre leur site aux normes en matière d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cette loi du 11 février précisant que tous les handicaps doivent être pris en compte. C'est un véritable défi, évidemment, pour ces différents commerces d'être aux normes pour cette date, puisqu'ils doivent respecter le défi suivant et considérer comme accessible tout bâtiment ou aménagement qui permet, dans des conditions normales de fonctionnement à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. On reviendra sur le sens et l'interprétation que chacun peut-être peut donner à cette loi. En attendant, c'est bien ceci qu'il faut respecter. Voilà, donc cet atelier, eh bien, et j'en vais en avoir fini avant de passer la parole. L'accessibilité complète des commerces d'ici 2015, évidemment, est perçue comme légitime par les commerçants. Mais quels sont les travaux d'agencement nécessaires pour mettre aux normes? Quels sont les obstacles à cette mise aux normes? Et quelles sont les réponses et aménagements souhaitables? Voilà, je vous laisse la parole, avec, dans un premier temps, peut-être une approche plus un peu macro sur à la fois l'opportunité que représente la mise en accessibilité des commerces et puis peut-être ses contradictions et ses obstacles par rapport à l'aménagement de la ville. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, donc je suis Guillaume Simonin, je représente l'Alliance du commerce, qui est un regroupement de 3 fédérations très importantes dans le domaine de l'équipement de la personne, puisque nous représentons l'Union du grand commerce de centre-ville, à savoir les grands magasins et les monoprix, et également la Fédération des enseignes de l'habillement et des succursalistes du cuir, c'est-à-dire toutes les grandes enseignes que vous connaissez, Célio, Zara, H&M, Eram, etc., etc. Donc vraiment beaucoup de commerçants
32 milliards de chiffre d'affaires, 200 000 salariés. On représente aujourd'hui un tiers du chiffre d'affaires du marché de l'équipement de la personne en France. Donc vraiment très impacté par cette réglementation, avec un parc commercial qui est à peu près à 50-50 réparti entre le centre-ville et la périphérie. Donc avec des difficultés d'adaptation à cette réglementation différente. Alors cette loi, bien entendu, c'est une obligation, c'est une opportunité, c'est évident, parce que c'est aussi une façon de mieux accueillir nos clients, et particulièrement nos clients qui souffrent d'un handicap. Mais alors c'est vrai qu'au début, on perçoit toujours les commerçants perçoivent l'arrivée de nouvelles réglementations avant tout comme une contrainte. Et on va parler un peu plus longuement de ces contraintes. On y travaille, on va arriver de toute façon à trouver des solutions pour respecter la loi. Simplement, je voulais, en guise d'introduction, et avant de laisser parler les techniciens un peu plus sur la question de l'accessibilité, notamment la problématique des cheminements dans les travées des magasins, faire des remarques un peu plus générales à l'adresse notamment des pouvoirs publics, des élus, des représentants des administrations qui sont, je le sais, très très présents dans cette salle. Parce que cette loi, on l'aperçoit comme tout à fait légitime, c'est certainement un progrès, parce que ça prouve qu'on est dans des sociétés avancées qui prennent en compte tout le monde. Mais on voit bien que c'est finalement une nouvelle illustration des difficultés, voire des contradictions un peu dans lesquelles sont pris à la fois les commerçants et également les élus, puisque de manière générale, dans la conduite de la politique de la ville, on nous demande à la fois de faire de la ville dense, d'arrêter de faire l'étalement urbain, mais en même temps, on nous demande d'avoir de moins en moins de nuisances, donc ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand on est un peu plus les uns sur les autres, par définition, il y a un peu plus de nuisances. On nous demande effectivement tout en continuant bien entendu à mener des activités économiques comme avant et à continuer à les développer. Donc on nous demande également en matière de logistique d'avoir une logistique de plus en plus respectueuse de l'environnement, qui fait de moins en moins de bruit, mais en même temps dans des tissus urbains qu'on souhaiterait de plus en plus denses. Alors par définition, si les gens souhaitent avoir des commerces de proximité, il faut des camions au pied de leur immeuble pour livrer ces commerces, etc., etc. Donc on voit bien que les élus sont à la fois poussés à créer des commerces de proximité, et en même temps ils réfléchissent à l'élaboration de zones de péage urbain, de zones de pollution limitée. Donc on voit bien qu'il y a vraiment... Et finalement l'accessibilité handicapée, c'est une illustration un peu de plus de ces problématiques. Alors tout ceci c'est très bien, on le répète, les commerces ils s'adaptent, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'évolution de la société, ça va dans le bon sens, mais il faut un moment aussi, et il ne s'agit pas là du tout d'une revendication de la part du monde du commerce pour essayer de demander des dérogations à la réglementation, simplement il faut un moment être simplement réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ces nouvelles exigences, ces nouvelles réglementations soient compatibles avec la marge du commerce, parce que autrement on risque d'avoir une réalité qui sera de plus en plus divergente avec les discours des élus, et surtout en plus on risque d'avoir des résultats totalement contraires aux objectifs environnementaux développement durable qui sont poursuivis par nos élus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, en matière d'urbanisme, tous nos élus disent qu'il faut développer le commerce de centre-ville et faire des centres commerciaux en centre-ville, mais en même temps, vous avez une réglementation dans le domaine de l'urbanisme qui est devenue extrêmement contraignante, extrêmement exigeante, au point qu'aujourd'hui, sortir un centre commercial en centre-ville, c'est 10 à 15 ans. En périphérie, c'est 5 ans. Voilà, donc les développeurs, à un moment, même avec les meilleures volontés du monde, et même s'ils sentent que le marché et l'évolution de la société va vers ça, ils reculent un petit peu. Et je peux même vous dire qu'il y a aujourd'hui des grands acteurs des foncières commerciales qui avaient axé leur stratégie sur la reconquête du centre-ville, qui sont en train de réfléchir éventuellement à un changement de stratégie, à retourner en périphérie, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir les projets. D'accord, donc on comprend bien, oui. C'est vraiment appliquer la réglementation, mais vraiment faire preuve
de réalisme. Alors justement, ce réalisme, qu'est-ce que représente aujourd'hui, ou du moins, quel est votre sentiment sur la mise en application de la loi? On est aujourd'hui, on est en janvier là, 2012. Vous représentez 27 000 points de vente. Oui. Si on fait un point aujourd'hui sur le respect de cette loi, est-ce que vous pensez qu'ils seront prêts pour 2015? Écoutez, finalement, il n'y a pas. On a des sujets, on a des difficultés mais c'est toujours pareil, c'est toujours les trains qui arrivent en retard dont on parle. Hein. Donc, de tous les commerçants, effectivement, tous les responsables travaux des grandes chaînes que je représente travaillent actuellement d'arrache-pied pour être aux normes en 2015. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui dépasseront un petit peu, mais bon. Donc on y va de toute façon. Simplement, après, la loi a une difficulté parce qu'elle définit un principe général, mais qui ensuite, de manière un peu floue, et qui ensuite est mis en application au niveau départemental par des commissions qui ont, elles, des appréciations assez différentes, voire divergentes. Et c'est là qu'il y a une difficulté, dans certains départements, et là je laisserai parler Monsieur Lotte et Monsieur Franck Charton, on a vraiment des situations de blocage. Vraiment de blocage, et qui nécessite non pas une modification des réglementations. Encore une fois, on ne demande pas un changement de la réglementation, on respectera la réglementation, on garantira l'accessibilité aux handicapés, mais sans doute des éclaircissements de la part de l'administration, parce qu'autrement on aboutit à des situations qui sont simplement pas gérables économiquement. Et donc à un moment, si c'est anti-économique, on arrivera à un blocage. Donc là-dessus, je laisserai Franck s'exprimer. D'accord. Je vais reprendre mon petit guideline, s'il vous plaît. Non. Voilà. Ok, nous vous remercions pour cette première intervention. Les interventions sont assez courtes, hein, elles sont de l'ordre de 10 minutes par orateur, puisqu'on m'a demandé de gérer le temps, ce qui n'est quand même pas ma qualité principale. Donc, nous allons laisser la parole maintenant à Franck Charton de Périfem. On a vu la partie un peu plus haute du chapeau dans l'antinomie qu'il pouvait y avoir entre finalement ce que demande la loi et ce qu'elle demande par ailleurs sur d'autres sujets. Comprendre que c'est parfois un peu compliqué d'allier tous ces sujets en même temps. Avec Périfem, on va rentrer dans l'ERP. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce que, pour vous, cette loi au sein de Périfem, quelles opportunités apporte cette loi aux différents commerçants? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir... Vous m'entendez bien, c'est bon? Et je vous laisse d'abord présenter un peu Périfem, bien sûr. Il y a beaucoup de bruit à côté. Il faut que je parle un peu plus fort? Bon, voilà. Normalement, ça ne me pose pas de problème de parler plus fort. Merci de votre invitation. Je vais répondre bien sûr à votre question. Juste une minute sur Périfem, qui est l'association technique du commerce, qui regroupe l'ensemble des grandes enseignes en France. On a travaillé sur l'accessibilité depuis 2004, à l'époque avec Patrick Goé, que certains peut-être d'entre vous ont connu, le délégué interministériel à l'accessibilité à l'époque. Et on avait participé bien sûr à l'écriture de la loi de 2005 et puis des décrets et des arrêtés d'application. Donc ça, c'était 2005-2006, et en 2007-2008, on a participé à l'écriture de tous les textes du ministère de l'Intérieur sur la partie évacuation, puisque nous faisons partie de la commission centrale de sécurité du ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont des sujets qu'on connaît depuis maintenant pas mal d'années, et on a, entre guillemets, un retour d'expérience important, et on a eu beaucoup de cas de figure, qui me permet aujourd'hui effectivement de pouvoir vous livrer les principales points de difficulté, et puis également les points positifs. Et je commencerai par cela, c'était votre question. Quelles sont les opportunités? Et en fait, bien évidemment, ça a été une révolution pour l'ensemble des enseignes, parce que le sujet, finalement, bien sûr, et Guillaume le disait tout à l'heure, au départ est vécu plutôt comme une contrainte, et l'ensemble des enseignes a ou est en train ou fera l'intégration de cette contrainte plutôt comme une opportunité. C'est comme ça que les enseignes essaient de l'intégrer. Et finalement, l'idée, c'est, sur l'ensemble des sujets quasiment, c'est de faire de l'accessibilité finalement une opportunité pour tous. Finalement, ce qui est bien pour des personnes qui ont des difficultés de quelque ordre que ce soit, finalement, c'est en général bien pour tout le monde. Je vais donner juste un exemple parce que c'est vraiment symptomatique sur les distributeurs automatiques de billets. C'est peut-être pas le cas encore de tous les distributeurs automatiques de billets, mais lorsque les premiers banquiers ont commencé à mettre
différentes langues, des écrans tactiles, etc. Il n'y a pas toujours des écrans tactiles, je sais que ça pose des problèmes. Mais aujourd'hui, le multilangue sur les distributeurs automatiques de billets, c'est devenu finalement une règle pour tous les distributeurs de billets et pas que pour les personnes qui ont des difficultés, également pour l'ensemble des touristes. Voilà. Donc on peut faire de l'ensemble de tous ces sujets-là des opportunités. C'est comme ça qu'on essaie de le mettre en œuvre. Alors ça, c'est le côté rose du sujet. Effectivement, on a sur certains points quelques points, je dirais, de difficultés. Et on peut peut-être commencer sur celle-là. Le premier point de difficulté, c'est une approche locale. Effectivement, et souvent c'est le cas, une loi a du mal à être spécifique à chaque cas de figure. Donc, on essaie d'écrire une loi qui soit le plus exhaustive possible et la plus représentative. Bon, en général, c'est impossible. Et donc, puisque c'est impossible, on reporte tout ou partie de la décision sur le local. Et ça, c'est un point que Guillaume Simonin évoquait, qui est très compliqué pour nous. L'ensemble du commerce en France, globalement, à part votre petit boucher ou votre boulanger, l'ensemble du commerce en France sont des enseignes nationales, et donc les concepts sont des concepts nationaux. Et avoir une lecture qui soit à chaque fois remise en cause systématiquement au niveau local, je ne dis pas que c'est impossible, on le fait, mais c'est véritablement une difficulté et un véritable frein à dupliquer les choses, je dirais, à industrialiser les sujets. Voilà. Ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous me dites, sur les 27 000 points de vente, combien ont été mis, je ne sais même pas vous répondre. Et dites-moi pourquoi c'est compliqué. L'hétérogénéité de ça, c'est quoi? L'hétérogénéité, c'est que, bien évidemment, dans toutes les enseignes, et vous en faites partie, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des maîtres d'ouvrage, il y a des architectes, il y a des concepts et qui sont... et qu'on peut particulariser à chaque site, mais qui, globalement, au niveau constructif, en l'occurrence, doivent être définis de manière globale et nationale. Et donc, c'est une difficulté forte qu'on a. Je pense que les pouvoirs publics vont aussi nous aider à donner des éclairages plus qui nivelleront, je dirais, si on règle déjà 80% des questions, on a déjà gagné une bonne partie du sujet. Très bien. Et alors, si on rentre un petit peu dans le détail de ce que sont ces difficultés ou de ces interprétations, même, pourquoi pas, lorsque je rentre dans un ERP, où se posent les premières difficultés de la mise en accessibilité? Quel point névralgique est concerné par la mise en accessibilité d'un commerce? Alors, majoritairement, ce qui ressort des diagnostics que les enseignes ont réalisés, c'est majoritairement le problème de la marche. C'est-à-dire le problème des petits commerces, des commerces de 5e catégorie en ville. Et Guillaume le disait, qui est... Alors, je tape pas en touche en disant que c'est pas de notre faute, mais on a de grandes difficultés avec les mairies sur la première marche et sur l'empiètement sur le domaine public. Voilà. Et là, on a de grandes difficultés. Et donc, là aussi, on s'est rapproché des pouvoirs publics pour essayer de voir comment on pouvait améliorer ça. Pour les moins initiés, c'est quoi une difficulté avec les pouvoirs publics? Ça veut dire quoi? La difficulté, c'est l'impossibilité de déposer un permis de construire dans lequel une partie de l'accessibilité, par exemple, la mise en œuvre d'une rampe, par exemple, effectivement, pose un problème avec la mairie qui refuse l'empiètement sur le domaine public. Ça, c'est monnaie courante. Je pense que c'est 4 cas sur 5 où on a aujourd'hui des problèmes, mais que je pense on va arriver aussi à régler, parce que là aussi, les mairies vont intégrer la problématique et je pense aussi l'améliorer. Et alors, lorsque vous ne savez pas mettre une rampe, vous faites comment? Alors pour l'instant, quand on ne sait pas mettre de rampe, on met une rampe amovible. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est les solutions qu'on a pu trouver. Il y en a d'autres. Certains mettent en place des élévateurs. Bon, j'ai pas dit des ascenseurs, des élévateurs. Mais les choses sont encore, pour l'instant, peu calées. Et en tout cas, on n'a pas mutualisé les solutions là-dessus. Les approches sont encore globales. Et l'approche locale n'a pas aidé non plus à mutualiser, c'est ce que je disais. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je suis bavard. Il me reste probablement 2 ou 3 minutes. Vous avez encore un peu de temps. Et donc, vous m'avez posé la question sur quelle est la difficulté lorsque je rentre dans le commerce. Donc, je pense que c'est pour l'instant principalement au niveau microscopique l'accès avec la première marche. Ensuite, l'autre point, c'est lorsque je suis dans le commerce, quels sont les points de difficulté. Aujourd'hui, majoritairement, on a... si ce n'est pas le point majeur, en tout cas le point premier, je dirais, sans lequel, ou en tout cas avec lequel, lorsqu'on y verra plus clair, on pourra avancer plus en amont sur tout le reste. Autrement dit, je pense que c'est la première brique, ou en tout cas c'est la fondation de toutes les réflexions qu'on peut avoir après. Et cette brique, cette réflexion, c'est
le cheminement à l'intérieur du point de commerce. Ce point-là, aujourd'hui, n'est pas clair. Ce point-là a des lectures très différentes selon les commissions. Je vais balayer devant notre porte. Même nous, je dirais qu'au départ, on n'a probablement pas compris les problématiques des uns et des autres et probablement les problématiques, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on a aussi beaucoup évolué dans notre compréhension du sujet. Et donc, l'un des sujets majeurs là-dessus se caractérise dans la question de la largeur des allées, pour le cheminement. Les fameux 140. Alors, je dirais qu'avant de parler des 140, c'est globalement de la largeur des cheminements. Des cheminements principaux, des cheminements secondaires. Quelle largeur doivent-ils avoir ? C'est une vraie question. Et c'est une vraie question en termes d'accessibilité et c'est une vraie question en termes de commerce. Bien évidemment, l'aménagement du commerce, il n'est pas le même si on demande des allées qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. C'est bien sûr différent. Pourquoi ? Quelles sont les implications sur le commerce de ce type de choses ? Parce que finalement, tout le monde n'est pas commerçant, tout le monde ne peut pas imaginer ou comprendre. Tout à fait. Alors, merci de cette question, parce que ça permet aussi à tout le monde de comprendre les problématiques des uns et des autres. Je pense que nous, on a en partie aujourd'hui compris les problématiques de l'ensemble des parties prenantes et des demandeurs. De notre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, si comme à un moment donné, on a peut-être pu le penser avec une écriture des textes non pas ambiguë, mais relativement donnant lieu à pas mal d'interprétations finalement, et je viens vite aux faits et aux chiffres, si nous passons l'ensemble de nos allées à 1,40 m, puisque c'est un chiffre qui circule dans les textes, si nous passons l'ensemble des allées à 1,40 m, grosso modo sur l'ensemble des commerces, si je donne une moyenne, c'est une réduction de l'offre commerciale de 30%. Voilà. Donc c'est un impact qui est très important. On ne dit pas, et c'est le préambule que Guillaume Simonin a indiqué, il est très important. Bien évidemment, on souhaite mettre en œuvre cette loi. C'est bien sûr pour nous l'objectif et on souhaite le faire pour 2015. Et peut-être on dépassera un petit peu, mais on souhaite le faire. Ça, c'est le préambule. Mais on ne souhaite pas forcément le faire en perdant 30% d'offres commerciales. Ça sera économiquement pas possible, c'est ce que disait Guillaume Simonin. Et donc on pense qu'ensemble, et avec les pouvoirs publics également, on pense qu'ensemble, on va trouver le moyen de faire ensemble des choses qui puissent être économiquement viables et techniquement acceptables par l'ensemble des parties prenantes. Et est-on sûr véritablement qu'en exposant 30% de plus, finalement, on vendra forcément plus ? Je pose la question parce que moi, je suis grand et je me balade avec mon épouse dans des allées parfois bien bondées d'un magasin où je ne peux plus passer. Et finalement, je reste à la maison en train de regarder le rugby parce que j'en peux plus. Est-ce que exposer moins, c'est vendre moins ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser le magasin ? Alors, là, vous me poussez dans mes retranchements. J'apprécie votre question. Vous avez en partie raison, bien sûr. Et probablement que d'exposer des produits à 3 mètres de haut, ça n'a pas de sens en termes d'accessibilité, puis ça n'a peut-être même pas de sens en termes économiques, en termes de stockage. Maintenant, quand il y a des clients aimables comme vous pour continuer à faire vos courses chez nous, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs le sens civique des clients. On le met toujours en avant dans les dossiers. Ce que vous faites, mais tout le monde le fait. Alors, peut-être certains aimeraient plus, je m'en doute, mais globalement, les clients sont civiques et on l'apprécie. Et ça rentre en compte d'ailleurs dans... je parlais de l'évacuation tout à l'heure, c'est bien intégré dans la réglementation, ce civisme. Je reviens à votre question parce que je ne l'élude pas. Votre question, bien sûr que les commerçants réfléchissent aussi à ça. Quand je disais qu'on essaie de transformer une contrainte en une opportunité, eh bien, ça fait partie des réflexions qu'on a avec une exposition différente. Je vais faire un aparté. On a signé lundi une convention avec la ministre de l'écologie pour fermer les meubles frigorifiques de vente. Pendant 10 ans, 15 ans, les patrons des enseignes disaient il ne faut pas fermer les meubles de vente, c'est un frein à la vente, etc. On a réussi à les convaincre, notamment pour des questions de développement durable, à fermer les meubles de vente. Ça veut dire que demain, je pense qu'on va aussi convaincre probablement de ne plus exposer à 2 mètres, 3 mètres, etc. Je ne dis pas qu'on va exposer uniquement 1 mètre de haut. Ça ne sera pas économiquement non plus possible. Mais on aura effectivement des réflexions là-dessus. Chacun va faire un cheminement dans un sens. Très bien. Dernier point, vous m'aviez cité aussi la problématique des espaces d'attente sécurisés avant de donner la parole à Rémi Lotte, qui reste aussi un point difficile à mettre en œuvre. Oui, alors c'est un exemple. Si vous pouvez nous donner un petit exemple de ce qu'est un espace d'attente sécurisé déjà ? Oui, alors effectivement, dans la réglementation incendie, une notion a vu le jour il y a maintenant
2 ans, je ne veux pas dire de bêtises, que s'appellent les espaces d'attente sécurisés, lieu dans lequel les personnes attendent que les secours, si elles ne peuvent pas sortir par elles-mêmes, attendent que les secours viennent. Il a fallu là aussi trouver une règle. Donc la règle, elle est la même pour tout le monde. Et aujourd'hui, si je prends le centre des 4 temps, pour 30 000 personnes, le dimensionnement aujourd'hui, dans les règles du ministère de l'Intérieur, c'est un espace détente sécurisé qui peut accueillir 650 personnes à mobilité réduite. Alors, nous, on pense que 650... bien sûr... On rappelle ce qu'est un espace d'attente sécurisé. Hein. C'est un endroit où des personnes handicapées en situation d'urgence peuvent se réfugier, c'est coupe-feu, et ça permet aux personnes de se protéger en attendant les secours, en attendant, c'est ce que demande la loi. Tout à fait. On a tout à fait été partie prenante de cette écriture de la loi, qui, je pense, est une bonne chose. Simplement, et on va travailler là-dessus, vous imaginez la surface que représente 600 personnes, et il n'y a pas 600 personnes à mobilité réduite à l'instant T dans un site même comme les 4 temps. Et donc on pense qu'on peut probablement avoir une asymptote un peu plus faible, qui ne soit pas 600, mais qui soit je ne sais pas combien. On est en train de discuter aussi de ces sujets-là avec le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Lotte, le cas pratique, les Galeries Lafayette, l'accessibilité, ça vous inspire ce qu'on vient de dire ? Oui, donc je m'appelle Rémi Lotte, je suis directeur architecture et agencement de la branche Grand Magasin du groupe Galeries Lafayette. On représente 61 magasins Galeries Lafayette et 7 magasins BHB, c'est à peu près 600 000 m² de surface commerciale en France. Effectivement, l'accessibilité, c'est un problème qui nous concerne énormément. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est déjà quelque chose qu'on a vécu un peu comme une contrainte, parce qu'effectivement, pour un commerçant, une norme, c'est une contrainte au début. Cette contrainte, on a essayé de la combattre. On a essayé de faire comprendre qu'effectivement, c'était une contrainte excessivement difficile. Et puis après, on s'est dit, bah non, plutôt que d'en faire une contrainte, on va essayer d'en faire une opportunité. Donc plutôt que de résister, on a décidé d'être proactif. Donc on a essayé d'instaurer avec les administrations locales, avec les associations, un vrai dialogue constructif du donnant-donnant, en disant, effectivement, nous, c'est important de mettre en accessibilité nos commerces. Je pense qu'on avait beaucoup de retard. Dans le monde du commerce, on a beaucoup de retard, il faut le dire. On se veut un pays citoyen, une entreprise citoyenne. Donc, effectivement, on avait énormément de choses à faire. Et pendant des années, je pense qu'on n'était pas au niveau, hein, c'est clair. Donc, il y a des choses à faire et c'est excessivement important. Donc, aujourd'hui, on a mis en place une politique générale. On a fait des tests, des sites pilotes, on essaie de les faire valider et après on essaie de les faire dupliquer. L'application de la norme, mes collègues en ont déjà un petit peu parlé, on a quand même des difficultés. La première difficulté majeure, elle a été déjà expliquée ici, c'est effectivement l'interprétation locale. On a des très beaux textes avec des très beaux objectifs, mais avec des interprétations qui sont énormément liées aux sensibilités locales. On a parlé beaucoup de la règle des 140. Je vous dirais que la règle des 140, elle est appliquée strictement dans certaines communes, dans certaines préfectures, et elle est beaucoup moins appliquée strictement dans d'autres préfectures qui comprennent très bien la différence entre les différents sujets là-dessus. Donc effectivement, cette différence d'interprétation locale, c'est très fort, et pour nous, c'est une très grosse incertitude. Notre très grosse difficulté aussi, c'est qu'on a des commerces de centre-ville, en général dans des immeubles existants, qui sont des vieux immeubles qui ont été beaucoup restructurés, donc avec beaucoup de problèmes de niveau, beaucoup de problèmes de marge, beaucoup de problèmes de poteaux. Donc effectivement, quand on travaille dans un centre commercial avec des trames de poteaux tous les 8 mètres et quand on travaille dans un magasin, on va dire, historique de centre-ville, c'est évidemment pas du tout les mêmes problèmes. Le sujet compliqué, il ne faut pas aussi se voiler la face, c'est que nous, on a fait des audits sur la mise en accessibilité de nos magasins. On a été effaré par le chiffre. Ça représente un coût de 25 millions pour le groupe Galeries Lafayette. Donc les travaux de mise en accessibilité que je diviserai en 2 parties. La première, c'est l'accessibilité pure, à peu près 12 millions et demi. Et la partie espace d'attente de sécurité, aussi 12 millions et demi. Donc 25 millions d'investissement pour des magasins Galeries Lafayette en 3 ans. Ça a évidemment un impact excessivement fort, excessivement important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est un peu la crise, c'est difficile, on fait attention à nos investissements et on essaie d'assurer la pérennité de nos immeubles. Donc effectivement, c'est un sujet très difficile. Dans les 3 sujets majeurs qui nous préoccupent, évidemment, c'est le 140. Je pense que, je vais vous citer un exemple, on a beaucoup travaillé avec
avec la préfecture de Châlons sur un magasin particulier qu'on avait à Reims, qui était un magasin qui était une commune enfin compliquée ou exigeante à Reims, je vais dire. Hein. Donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup été en situation de blocage avec cette ville. Et puis finalement, on a travaillé, on est allé leur expliquer. Ça a duré 2 ans et demi. Hein. Et puis, on a beaucoup travaillé sur le sujet des 140, hein, parce qu'effectivement, l'impact des 140 sur le magasin de Reims, on diminuait l'offre commerciale de 30%. Et l'offre commerciale des Galeries Lafayette, quand on l'a réduit de 30%, ça réduit le chiffre de 30%. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des marques qui présentent des collections, et quand il y a 30% de moins de collections, oui, il y a 30% de chiffre d'affaires en moins. C'est peut-être pas le cas chez tout le monde, mais nous, c'est notre cas, et je pense que la réduction de l'offre commerciale a un impact excessivement fort sur les chiffres d'affaires de nos magasins. Inutile de vous dire que 30% de réduction de la surface commerciale à Reims, ça condamnait le magasin de Reims. Hein. C'était clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand magasin a un business model qui est un petit peu compliqué. Donc effectivement, ça nous faisait fermer le magasin. Et je pense que si tout le monde avait persisté dans, on va dire, son application stricte et totale, on aurait fermé le magasin. Plutôt que faire ça, on a été revoir les associations et on a discuté d'un certain nombre de choses. Et plutôt que d'imposer des choses strictes, on a essayé d'imposer des mesures compensatoires. C'est-à-dire que quand on a fait venir les associations sur place, elles se sont elles-mêmes rendues compte qu'en fait, d'avoir 140 partout avait aucun intérêt pour elles. C'est-à-dire que on voyait, la personne, je me souviens d'une visite avec une personne en fauteuil roulant, on lui expliquait que ponctuellement, par exemple, entre 2 meubles, entre 2 poteaux, on avait une réduction de 90 cm. Bon, c'était une réduction qui durait sur 50 cm de profondeur ou 1 mètre de profondeur. Donc c'était vraiment quelque chose de très ponctuel. Et derrière, il avait tous les espaces, tout ce qu'il fallait pour tourner avec son fauteuil, etc. Et ça lui posait absolument aucun problème qu'on ait une réduction ponctuelle des 140. Et il m'a dit, dans ces conditions-là, il n'y a aucun problème, moi ça me va très bien. Et en contrepartie de ça, on propose un certain nombre de mesures compensatoires qu'ils apprécient, qui ne sont pas strictement obligatoires et qui sont beaucoup plus utiles aujourd'hui pour les personnes à handicap. Donc notre politique, ça a été de dire, plutôt que d'appliquer bêtement et strictement une réglementation que certains croient comprendre, parce qu'encore une fois, hein, la réglementation des 140, elle vient d'une réponse sur un site internet à une réglementation qui vient des espaces extérieurs. Hein. Donc on est vraiment dans un contexte très particulier et très sensible et qui a été interprété par certains comme une application totale partout pour tous les aménagements intérieurs. Donc cette discussion avec les associations, elle a été particulièrement efficace et importante. Et au final, on a fait notre projet à Reims. Les associations sont passées derrière, ils ont trouvé ça très bien et l'ensemble des problèmes a été réglé là-dessus. Bon, on a eu une même démarche aujourd'hui sur un site sur Toulon aussi, où on s'en est voulu un laboratoire pour dire notre compréhension aujourd'hui, nous, de l'accessibilité. Parce qu'encore une fois, comme c'est très soumis à interprétation locale, comme nous aussi, on a besoin un petit peu de se rassurer là-dessus, on a mis en place un certain nombre de choses. Et on essaie de les faire valider par les associations. Les associations sont plutôt contentes dans cette démarche-là, et c'est ça qu'on essaie de bâtir sur l'ensemble de nos choses. Pour vous dire que moi, je pense que l'important, plutôt que d'appliquer des textes qui sont interprétés de façon excessive dans certains cas, ou peut-être de façon trop lâche dans autre cas, je pense que c'est important d'instaurer avec les autorités locales et les associations, un dialogue constructif. Hein. Je pense encore une fois, il faut qu'on s'y mette, et je crois qu'on l'a bien compris, c'est d'abord une opportunité commerciale, et puis je veux dire que c'est une obligation citoyenne. Il faut qu'on se mette à ça, et on avait beaucoup de retard, c'est bien. Mais il faut aussi qu'on le fasse avec la pérennité de nos commerces. C'est-à-dire que si on ne peut plus avoir un commerce de centre-ville, parce qu'on les met dans l'accessibilité, il y a des poteaux partout, ou alors les investissements sont tels aujourd'hui qu'on est obligé d'aller se mettre en périphérie dans des boîtes métalliques, qui sont pas beaucoup accessibles non plus, qui sont loin, on va dire, des centres-villes, on n'aura pas réglé le problème. Hein. Donc moi, je crois beaucoup à ce dialogue qu'on essaie d'instaurer. Je pense que le coup est parti d'un côté, il y a eu un point de blocage, et aujourd'hui, on est reparti dans une démarche de travailler ensemble. Hein. Et c'est comme ça qu'on essaie de le bâtir. Mais on aura aussi besoin de l'administration pour faire ça. Je veux dire que nous, on interprète les choses avec les bonnes volontés des uns et des autres. Donc on a besoin aussi, pour nous aider dans cette démarche entre les commerçants et les associations, d'avoir entre nous une administration qui comprend bien les objectifs des uns et les problématiques des autres,
pour essayer de clarifier un certain nombre de choses. Et Monsieur Simonin, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. vous vouliez rajouter ou compléter un petit peu les propos de Rémi? Non, juste pour compléter ce que disait Rémi, c'est que par rapport à l'administration, effectivement, on est en train de travailler avec l'administration sur la question des cheminements pour trouver une solution et pour notamment s'inspirer des expériences des Galeries Lafayette qui ont trouvé une solution au niveau local, des solutions qui ont été validées par les associations handicapées pour modifier effectivement la doctrine de l'administration sur le site internet du ministère avec des solutions qui ont été élaborées par Périfem et qui devraient, tout en respectant toujours le principe des 140 et de l'accessibilité, et nous l'espérons à l'avenir, résoudre ces problèmes d'applications divergentes locales qui sont vraiment très très compliqués pour des chaînes nationales justement et qui ont des programmes d'agencement de magasins nationaux. Tout à fait. Rémi, un petit mot sur les compensations. C'est quoi les compensations? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Les compensations, c'est par exemple, d'abord, nous, de former notre personnel de vente. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui a un handicap, il arrive dans un magasin, la moindre des choses, c'est quand on l'accueille comme un client. Comme un client, j'allais dire normal. Oui, un client qu'on sait accueillir et on sait lui proposer une offre de service. Donc déjà, la compensation, c'est évident, hein, mais sur ce, il fallait le faire. C'est déjà humainement d'expliquer le handicap. Tout le monde comprend bien ce que c'est que le handicap. Ça peut être plein aujourd'hui de dispositifs techniques qui sont là pour apporter un vrai service. Plutôt que d'apporter, on va dire, un respect d'une règle qui finalement n'intéresse personne, c'est-à-dire qu'il y a dans le détail, je pense qu'il y a plein de choses à faire, on essaie d'apporter des solutions utiles plutôt que des solutions réglementaires. Et c'est là que je trouve qu'on commence à instaurer un dialogue important, et c'est là qu'on a aussi besoin aujourd'hui des pouvoirs publics pour nous aider à bâtir ça. Et voilà, je pense qu'on a eu une première étape, et je pense qu'il est temps maintenant de passer à la deuxième étape, et que les choses soient effectivement vraiment utiles pour les uns et pour les autres. Si c'est on ne fait pas des normes pour faire des normes, hein, on fait des normes pour qu'elles servent à quelque chose. Donc on va essayer d'en avoir une interprétation intelligente. Merci beaucoup Rémi Lotte. Je vais maintenant m'adresser à Madame Michèle Denigré du CNISAM, qui est directrice donc, du Centre national d'innovation santé, autonomie et métiers. Alors la transition est toute faite. Les galeries ont plein de moyens, peut-être, pour mettre en accessibilité. Vous, Madame, vous représentez plutôt les artisans, les commerces de catégorie 5. Alors là aussi, une opportunité, la loi pour vous ? Les deux, une contrainte aussi, une opportunité. Alors peut-être un détour par le CNISAM, alors, bien sûr, Centre national innovation santé autonomie et métiers. Nous sommes portés par la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat du Limousin, mais nous avons une vocation nationale hein, en tant que label pôle innovation de l'artisanat et des petites entreprises par la DG6. Donc il y a 23 pôles d'innovation de l'artisanat, mais il y en a un par thématique. Et la santé et l'autonomie, c'est le Limousin, et c'est pas un hasard, puisque c'est la région aujourd'hui où la population est la plus âgée et représente la France dans 20 ans. Donc nous, on va rajeunir, tant que vous vieillirez peut-être. C'est une opportunité. Donc notre vocation, c'est d'amener les entreprises artisanales à développer une offre de service qui soit tournée vers l'autonomie et la santé des personnes. Et l'accessibilité est un moyen, effectivement, de l'autonomie, c'est-à-dire la liberté de choisir ce que l'on veut faire et de le faire seul. Donc on a 3 thématiques. Celle qui va vous intéresser pour la table ronde où je suis aujourd'hui, c'est l'accessibilité du bâti et du commerce de proximité, mais également on fait tout un travail en termes d'innovation sur l'accessibilité des services autour de la personne handicapée et âgée, ou âgée du reste, et sur tout ce qui est la santé dans le maintien à domicile. Donc on a une vocation de former, accompagner, informer, valoriser les artisans qui font des démarches d'innovation autour de ces thématiques-là.
Alors, pour vous dire, bon, on est l'entreprise la première de France, hein, c'était le slogan de l'artisanat, c'est-à-dire que mi bout à bout, ça fait une chaîne importante, et les services de proximité, effectivement, sont importants avec toute la difficulté de faire vivre encore les cœurs de ville, et c'est d'autant plus prégnant, je dirais, dans les zones rurales, où c'est aujourd'hui le seul service de proximité pour la population rurale habitant dans des zones, effectivement, où la grande ville est déjà à 20 ou 30 km. Et puis tout le monde croise un artisan dans sa vie. Je suppose que vous avez pris peut-être un taxi pour ceux qui sont venus par le train. C'est un artisan. Vous allez à l'hôpital en ambulance. L'ambulancier est un artisan au répertoire des métiers. Vous avez acheté votre pain. Vous avez été chez votre coiffeur, pressing. Tous ces métiers-là font le quotidien de chacun et c'est important aussi qu'ils soient accessibles. Alors la problématique majeure, je dirais, de la réglementation, c'est déjà le niveau d'information. Parce que par rapport aux autres catégories 1 à 4 avec l'obligation du diagnostic, les ERP de catégorie 5 vont devoir être accessibles au 1er janvier ou au 1er janvier 2015, mais n'ont pas obligation de faire de diagnostic. Comment voulez-vous qu'un artisan s'intéresse à cette réglementation qui voit en première approche toujours comme une contrainte, hein, je dirais qu'on a exactement la même représentation au départ. Et donc, c'est de faire de la pédagogie et de l'information en disant que l'accessibilité, c'est aussi, alors peut-être une contrainte en termes d'espace de vente, mais ça peut être aussi un confort d'usage pour tous. Et quelque part, ça peut amener un peu plus de clientèle. On a fait, nous, une petite expérimentation. Alors, c'est vrai, c'est en zone rurale, donc c'est peut-être le côté exotique de cette table ronde. Je vais vous parler de petites entreprises dans des lieux de campagne. Mais entre deux boulangers dans un village dont un avait fait l'effort de travaux d'accessibilité qui était associé quand même à un projet de développement, eh bien, il a vu son chiffre d'affaires augmenter et l'autre boulangerie du village a vu chuter sa fréquentation pour la simple raison que quand on questionnait les clients, il y avait beaucoup d'assistantes maternelles qui venaient avec des poussettes et elles trouvaient plus agréable de rentrer directement avec la poussette que de rester au pas de porte. Alors, les problématiques majeures, je dirais, restent effectivement l'entrée. Dès qu'il y a une marche, eh bien, c'est très compliqué. Alors, vous parlez de problématiques de réduction de vente, mais déjà, rien que la solution technique dépasse la capacité financière des petites entreprises dans la plupart des cas. Et donc là, il faut trouver d'autres modalités. Alors, c'est vrai que la réglementation a amené une souplesse pour les catégories 5, à savoir que c'est pas tout le bâtiment qui doit être accessible, mais une partie du bâti dans laquelle l'ensemble du service est amené. Alors c'est vrai qu'on réfléchit, notamment lorsqu'il y a dérogation pour l'entrée d'une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, on réfléchit avec les artisans pour leur dire, bon, si vous ne pouvez pas effectivement faire face à cette accessibilité-là, sachez qu'il y a tous les autres types de handicap. Et là, on travaille sur l'étiquetage, parce que souvent l'étiquetage est incohérent, invisible, mal écrit. Donc déjà, c'est permettre à des malvoyants de pouvoir lire, et puis même à tout un chacun, hein, avec la vue qui baisse avec l'âge aussi. On essaye de travailler sur le fait que quand une personne a des problèmes d'élocution, on travaille avec les métiers de vente, c'est-à-dire avec les vendeuses, pour essayer d'inculquer les bonnes pratiques. C'est des choses qui coûtent pas cher, c'est souvent du bon sens, mais si on ne le dit pas, ça ne se décrète pas dans une boutique. Donc c'est vrai que par rapport à la problématique des dérogations et des problématiques des petites entreprises, je pense qu'en 2015, l'ensemble des petites entreprises ne seront pas accessibles au sens de la réglementation, pour les raisons que je viens d'évoquer, et la capacité financière. En tous les cas, c'est pas complètement négatif, dans la mesure où on essaye de les amener à réfléchir sur
les autres types de handicap et à prendre des solutions autres, d'amener leurs services aux personnes handicapées et nous, voire vieillissantes, parce que demain, il y a aussi cette problématique. Nous, en Limousin, on a plein de personnes âgées qui vont faire leurs courses le matin en déambulateur. Un déambulateur, c'est la même chose qu'un fauteuil roulant. Hein. Pour faire demi-tour avec un déambulateur, il vous faut l'espace nécessaire de manœuvre, sinon vous ne pouvez pas faire demi-tour en étant sécurisé par rapport à vos appuis. Donc on a fait un pré-diagnostic. Le CNISAM donc, a cette vocation de faire de l'innovation et d'accompagner le réseau alors des CMA mais aussi des CCI, puisque nous avons formé aussi des gens des CCI au pré-diagnostic accessibilité. Et ce pré-diagnostic ne correspond en rien au diagnostic fait dans la réglementation, mais donne à voir aux dirigeants son état des lieux et lui donner les pistes pour tendre vers les objectifs de la réglementation. Et après, on laisse la main, effectivement, à d'autres interlocuteurs. Donc aujourd'hui, globalement, c'est vrai que les demandes individuelles d'artisans sont assez faibles, hein, mais il y a eu beaucoup de réunions d'information par le réseau des métiers, le réseau des CCI, et je pense que 2012-2013 va être une montée en puissance de la réflexion de l'accessibilité des ERP de catégorie 5. Voilà ce que je pouvais dire autour de la question. Très bien. J'avais une petite question complémentaire. On sait qu'il y a 3 motifs de dérogation. On sait qu'il y en a une et qui fait face justement à l'enjeu économique qui peut se poser lors de la mise aux normes. Est-ce que c'est connu des artisans? Est-ce que c'est utilisé d'ores et déjà? Est-ce que ça marche? Alors aujourd'hui, je n'ai pas une vision du niveau national. Hein. C'est vrai que cette dérogation n'a pas été faite au hasard aussi. Je pense que les ERP de catégorie 5 sont essentiellement concernés, hein, parce que mettre une rampe, alors avec toutes les questions qui ont été posées, hein, après la problématique d'aller sur le domaine de l'espace public, etc. En plus, si on fait par l'intérieur, souvent on a une boutique qui fait 30 mètres carrés, donc pour passer la marge déjà de 16 cm, il n'y a plus du tout d'espace de vente quasi, donc c'est même pas envisageable. Donc je pense qu'effectivement cette dérogation a été faite pour tous, mais les entreprises artisanales vont effectivement l'utiliser peut-être davantage que les autres. Je pense qu'en tous les cas, les CCDSA seront vigilantes de bien montrer, il faudra avoir fait des devis et avoir fait le bilan de résultats, le compte de résultats, pour montrer effectivement la difficulté financière à faire ces travaux. Et je pense que, en tous les cas, en Haute-Vienne, et en Limousin globalement, c'est quand il y a une dérogation sur un handicap dit moteur, dans le dossier, vous devez témoigner de la prise en compte des autres types de handicap. Et c'est là où les bonnes pratiques et le sens est intéressant. Très bien. Une petite réflexion. Ça ne doit pas être très simple de convaincre un artisan de mettre en accessibilité si la voirie qui mène à son magasin ne l'est pas. Non, ça c'est vrai. Le pré-diagnostic qu'on a fait pour les agents économiques des chambres de métiers et CCI part effectivement de la voirie. Est-ce que vous avez une place de parking accessible? Quelle est la configuration du trottoir? Et alors déjà, là, il y a un certain nombre d'éléments qui se posent. C'est vrai que c'est pas facile de les convaincre, mais je dirais qu'ils ont dans leur population déjà... Alors, paradoxalement, c'est plus difficile de convaincre ceux qui sont en ville que ceux qui sont en zone rurale. Parce qu'en zone rurale, notamment en Limousin, c'est la réalité dans bientôt pour les autres départements. On a comptabilisé que plus de 78% des clients avaient plus de 65 ans. Donc vous vous rendez bien compte que si on perd la clientèle âgée dans ces zones rurales et qu'on amène avec le camion la baguette dans la poche, c'est peut-être exotique ce que je vous raconte, mais c'est la réalité de beaucoup de zones rurales. La ménagère, quand elle rentre dans la boutique, son panier, il est plus important. C'est le jour des madeleines, c'est le jour d'une promotion particulière, etc. Elle va acheter peut-être autre chose que sa baguette ou chez la coiffeuse, elle va acheter peut-être du maquillage, une bague pour sa petite fille. Voilà. Donc c'est vrai que de continuer à pouvoir faire que ces personnes, alors handicapées, mais aussi à terme personnes âgées que nous allons tous être, est important pour l'autonomie de ces personnes, mais aussi en termes de chiffre d'affaires dans certains espaces ruraux.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'artisanat, le CNISAM intervient aussi. Non, je vais arrêter. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà des boutiques, on a travaillé aussi avec les services artisanaux, les entreprises donc de services, et notamment les taxis sur la prise en compte des personnes, parce que prendre par exemple un malvoyant, un non-voyant avec un chien guide, eh ben ça s'improvise pas non plus. Pour prendre souvent le taxi accélère. Donc on a fait aussi toute une formation pour les taxis sur l'ensemble du handicap et aussi les malades Alzheimer. Et j'ai terminé. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de passer la parole à la salle, un petit mot de Madame Dominique Moreno de la CCIP, de la Chambre de commerce de Paris. Je vous donne le micro. Oui, merci de me donner la parole. L'intervention de Madame me donne une transition toute faite parce que je ne sais pas si vous m'entendez, parce que les chambres, alors je ne sais pas, je vais venir par là. Donc les chambres de commerce et d'industrie se sont énormément mobilisées pour sensibiliser les commerçants, parce que si pour les Galeries Lafayette c'est compliqué, pour un commerce de 50 mètres carrés ou de 300 mètres carrés, c'est encore plus compliqué. Donc nous avons un stand là juste en face des chambres de commerce, nous avons un certain nombre de conseils qui peuvent vous être donnés, et nous avons fait notamment un rapport qui s'adresse évidemment aux commerçants mais au pouvoir public, où il y a un certain nombre de propositions justement pour vous aider à être mises aux normes de façon assez rapide, puisque l'échéance approche. Alors ces propositions qui ont été faites donc par la Chambre de commerce de Paris, et dont le rapporteur est ici, Monsieur Bénézé, et qui lui est très concerné parce que c'est un restaurateur, et pour l'hôtellerie et la restauration, c'est un problème énorme, parce que faire des chambres handicapées dans des hôtels, des petits hôtels de charme par exemple, c'est vraiment une problématique importante, mais en même temps, il faut aussi attirer cette clientèle. Donc, on a fait un certain nombre de recommandations pour monter les dossiers de dérogation, et notamment, comme vous le disiez, Madame, d'accentuer aussi sur la prise en compte des autres types d'handicap, notamment, par exemple, pour un restaurateur, faire une carte en braille, c'est quelque chose de tout à fait important, faire des parcours sonores, tout ça, évidemment, ça attire la clientèle. D'ailleurs, par exemple, pour un restaurateur, je crois que Monsieur Bénézé, lui, accueille justement le client, mais avec son chien, il donne de la nourriture au chien, enfin il lui donne à boire, et c'est vrai qu'il a capté comme ça une nouvelle clientèle, parce que cette clientèle-là est aussi à conquérir. Donc c'est pas du tout, loin de là, un gadget. Ensuite, on a fait un certain nombre de propositions sur votre bail commercial, parce que ça, c'est un gros problème. Qui prend en charge les travaux d'accessibilité? Si vous avez une clause dans le bail qui dit que c'est le preneur, que les travaux mis à la charge par l'administration, prescrits par l'administration, sont à la charge du preneur, c'est le preneur, sans indemnisation du bailleur. En revanche, si vous n'avez pas de clause, les travaux qui sont ordonnés, qui sont prescrits par l'administration, et on est dans ce cas-là, sont à la charge du bailleur. Donc ça, une grande vigilance sur votre bail commercial. Et puis, dernier point sur les aspects financiers. Vous savez que vous avez un certain nombre d'aides financières. Elles sont expliquées donc, dans ce rapport. Nous avons notamment le fameux FISAC, le Fonds d'intervention commerce et artisanat, où vous pouvez donc obtenir un certain nombre d'aides. Alors, il y a un très gros problème au niveau du FISAC, c'est le fameux délai de carence. C'est-à-dire, quand on a obtenu une subvention, pendant 2 ans, on ne peut plus faire de nouveau de demande de subvention. Donc, par exemple, si vous obtenez une subvention FISAC en 2013, bien, vous ne pourrez pas faire une autre demande pour l'accessibilité handicapée, par exemple, en 2014. Donc, c'est vrai qu'on a demandé au pouvoir public de revoir ce fameux délai de carence de 2 ans. Puis, sachez que vous avez également des prêts OSEO pour l'hôtellerie et la restauration. Et vous avez, dans certaines régions, c'est notamment le cas en Île-de-France, une ligne régionale spécifique pour aider cette fois-ci l'hôtellerie. Donc il faut regarder dans vos régions respectives si vous avez ces lignes d'aide pour la mise aux normes. Voilà ce que je voulais dire. Merci Madame Moreno. Et donc, vous avez, le guide est disponible à votre stand. Tout est disponible. Notre stand est juste en face. Ok. Alors je vais vous mettre un petit peu à contribution parce que je n'ai trouvé personne pour passer le micro. Et ce ne sera pas évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la... Oui. Alors, vous êtes gentil, merci. Merci Jean-Michel Royer, Association Mobilité Réduite.
Je voudrais revenir sur certains points qui ont été donnés et je voudrais préciser quand même que la loi des 140, enfin que les 140 de large, c'est pas inscrit dans le marbre. Si vous allez sur notre site que nous avons créé qui s'appelle accessiblepourmoi.eu, pour tous les commerces et tous les établissements qui reçoivent du public, vous avez en gros les 10 obligations à respecter pour le 1er janvier 2015. Alors je reviens sur les allées, c'est pas 140, il y en a qui disent 140. 140 en vérité c'est la voirie, ce sont les trottoirs. Mais dans les ERP, c'est 90 avec des espaces de croisement de 150 et des espaces de retournement de 150. C'est ce que vous avez en bout de tête de gondole, que des personnes qui se trouvent soit avec des poussettes, soit en fauteuil, puissent faire demi-tour ou puissent se croiser. Donc je voudrais quand même enlever ce qui a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation, les 140, c'est au moins 90. Ça, c'est le premier point. Alors juste un petit point. Ah ben ça... Attendez, vous irez regarder les textes. Moi, j'ai été regarder les textes. Vous avez peut-être des soucis avec des commissions régionales ou dans les villes, etc. Mais je suis désolé, c'est pas vrai. On ne met pas du 140 partout. Imaginez 140 dans un magasin, dans une boulangerie, dans une boucherie, etc. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est pas vrai. Non, mais c'est 90. C'est 90. Un magasin Carrefour a été ouvert à côté de chez moi, c'est 90. Attendez, deuxième chose, parce que je voudrais... Attendez, juste un petit droit de réponse, et je vous laisse continuer. C'est pas un droit de réponse, c'est que, si vous me le permettez, je prendrai votre adresse email et je la transmettrai à la déléguée interministérielle. Ah ben vous pouvez, elle me connaît bien, tout à fait, Absolument. madame. Ah oui, tout à fait, alors là, pas de problème. Je voudrais... Attendez, non, j'ai 4 points et après j'arrête. Les 30%, attendez, les 30%, moi je veux bien... Mais ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est qu'actuellement en France, 30%, c'est le nombre de personnes à mobilité réduite, comme le disait madame tout à l'heure, et que ce ne sont pas que des personnes handicapées en fauteuil, ce sont des aveugles, ce sont des gens qui marchent avec des cannes, ce sont des mères de famille, ce sont des gens de petite taille, etc. Et que cette population-là va vieillir, c'est-à-dire que le taux de 30% va augmenter dans les années à venir. Encore un point. La France a 40 ans de retard pour l'accessibilité des personnes handicapées. Et j'en sais quelque chose parce que moi, ça fait 62 ans que je suis handicapé à mobilité réduite. Alors je vous invite d'arrêter de faire des choses franco-françaises, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller dans les pays nordiques, aller au Japon, aller au Singapour. Chez eux, ça pose pas de problème. Je comprends pas pourquoi. Ici, ça poserait des problèmes. L'adresse de votre site à nouveau, s'il vous plaît. accessiblepourmoi.com et accessiblepourmoi.eu. Vous avez 2 sites. Merci. Merci. D'autres questions ? Bonjour, merci. Thomas Courant, je suis chargé de mission handicap à la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et je me permets en fait de parler en mon nom propre, mais également c'est une problématique qui revient chez, je crois, tous les chargés de mission handicap du département, puisqu'on travaille actuellement tous ensemble à essayer de mettre en place un recensement des logements accessibles, mais également à sensibiliser les commerces. Et on est un peu confronté aux mêmes difficultés, notamment en ce qui concerne l'information des commerçants. Vous en avez parlé, madame. Effectivement, on se demande... Qui doit communiquer la loi auprès des commerçants ? Est-ce que c'est la Chambre des commerces ? Est-ce que c'est la Chambre des métiers ? Est-ce que c'est les villes ? Donc déjà, à ce niveau-là, on ne sait pas trop. Ensuite, également, les aides financières, c'est ce qui revient le plus souvent de la part des commerçants. On est d'accord pour mettre aux normes nos commerces, mais il n'y a pas d'aide. Alors, toutes les villes n'ont pas un FISAC, ne font pas un FISAC. En dehors du FISAC, qu'est-ce qu'il existe ? Et troisième question, les sanctions. Arrivé en 2015, si un commerce n'a pas mis aux normes son local, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? Qui va aller vérifier ? Donc voilà les questions qu'on a le plus souvent sur le terrain. Je vous laisse répondre. Alors c'est vrai que je ne sais pas si vous m'entendez, oui. C'est vrai que les chambres de commerce, d'industrie ou les chambres de métiers d'artisanat, me semble-t-il, sont les premières avec leur union professionnelle, leur organisation professionnelle, à faire cette première phase déjà d'information et de sensibilisation sur ces questions-là. Après, nous, c'est vrai qu'on a outillé ces chambres de métiers et certaines chambres de commerce à faire un pré-diagnostic qui va au-delà de la sensibilisation, mais qui essaye d'inscrire l'artisan, le commerçant dans des démarches de mise en accessibilité. Après, en ce qui concerne les contrôles, j'ose espérer que si les petits sont attaqués par les associations, ça veut dire que les plus gros auront eu déjà, sans doute, je vois mal... une association a attaqué un commerce de 5e catégorie comme ça au
au 2 janvier 2015. Je n'ose y croire. Surtout que bon, il reste quand même 3 ans, que les réseaux accompagnateurs des entreprises sont en train de se mobiliser. Il y a eu beaucoup de réunions d'information. Rien que pour la région Aquitaine, sur le côté artisanat, on a animé plus de 23 réunions d'information avec à peu près une 50aine de personnes. Et pour répondre à votre autre question, comment croiser justement les communes, l'artisanat, les commerces, aujourd'hui, il y a des prises d'initiative qui me paraissent très importantes, qui ne sont pas assez encore nombreuses, me semble-t-il. C'est que une ville, avec son réseau de consulaires artisanal et commerce-industrie, font une véritable action collective où ils analysent l'accessibilité des commerces, souvent cœur de ville. Donc, pour ne pas citer, il y a la ville de Parthenay qui est en train de prédiagnostiquer les 440 commerces du centre-ville, et pour faire le lien justement avec le plan au niveau de la voirie et de l'urbanisme. Donc, je pense que ces actions collectives ont du sens par rapport à toute la complexité que... Alors, il y en a d'autres, il y en a près de Toulouse, etc. Mais à mon sens, elles sont encore trop peu présentes. Merci, Madame Deniguet. Alors, j'ai promis la parole à ce monsieur d'abord. Une question. Oui, merci. Nicolas Méry, conseiller national APF. Je voulais compléter ce que disait Madame tout à l'heure. Il y a aussi un guide qui vient d'être sorti par la délégation ministérielle à l'accessibilité concernant la mise en accessibilité des hôtels, restaurants, cafés et discothèques. Donc ça, je tiens à le dire. Par rapport à votre question sur qui doit faire quoi par rapport à la sensibilisation des commerçants, je pense qu'une loi, évidemment, ça doit être de la responsabilité ensuite dans le portage de chaque banque professionnelle. Mais je tiens à rappeler aussi que dans les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité, il revient à la mairie ou à l'intercommune de faire un état des lieux, je dirais, sur le degré d'accessibilité de la ville et bien entendu en invitant les commerçants. Je voudrais quand même rappeler par rapport aux 2 premiers intervenants, parce que j'ai trouvé une tonalité quand même fortement dérogatoire, parce que je voudrais avoir un message rassurant, mais en même temps explicite. La loi a prévu, je dirais, pas de dérogation dans le neuf. Là, évidemment, l'enjeu, c'est pas sur le neuf, c'est sur l'existant. Par contre, il a prévu 3 cas possibles de dérogation dans l'existant. Donc je pense que nous, associations, on distinguera en 2015 les acteurs qui auront été de bonne foi de ceux qui n'auront pas été de bonne foi. Il est parfaitement normal et justifié d'accorder des dérogations à partir du moment où elles seront dûment motivées. Et il est possible de les demander, et ça sera notamment, il y aura le critère budgétaire, parce qu'il y a le fameux critère de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Après, il faudra distinguer entre les acteurs de bonne foi et de mauvaise foi. Le tout, c'est de s'inscrire dans une procédure. Et il sera normal dans l'existant, parce qu'on ne peut pas tout demander non plus, mais l'objectif, c'est pas de mettre des ascenseurs partout, c'est surtout d'accéder à la prestation. Je veux dire, si je suis marchand de vêtements, que je puisse pouvoir m'acheter le vêtement. Voilà. C'est surtout la prestation qu'il faut viser. Il ne faut pas non plus perdre. Il ne faut pas partir dans une virée trop technicienne, je dirais, mais ne pas perdre de vue que l'objectif, c'est quelle est la prestation qui est offerte par l'établissement. Merci, Monsieur Merrill. C'était intéressant. Madame ? Oui, messieurs, dames, bonjour. Je représente donc la ville d'Aulnay-sous-Bois, la municipalité. Je suis responsable d'une mission handicap. Donc, je suis étonnée parce qu'effectivement, les collectivités doivent mettre en accessibilité leur espace public. Mais bien sûr, en ce qui concerne le logement ou en ce qui concerne les commerces, on peut accompagner cette démarche de mise en accessibilité, mais pour autant, le diagnostic n'est pas à notre charge. Donc, on s'appuie sur la Chambre des commerces et de l'industrie qui propose des pré-diagnostics. Et c'est vrai qu'on a un accompagnement très intéressant. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est un bruit qui court, mais ça ne m'a jamais été confirmé. Les bailleurs peuvent déduire de leur fiscalité les travaux de mise en accessibilité de leur logement. Qu'en est-il des commerces? Est-ce qu'il y a une possibilité de défiscalisation? Oui ou non? C'est une question qu'on se pose toujours. La réponse est non. La réponse est non. La réponse est très clairement non. Voilà, très bien. Monsieur, une autre question ?
Oui, bonjour, Alain Buat, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Hauts-de-Seine. Je voulais simplement informer que la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine, en association avec les communes des Hauts-de-Seine, les 36 communes des Hauts-de-Seine, organise des réunions publiques à l'attention des commerçants pour les sensibiliser sur le sujet. Elle fait également des ateliers du commerce, on appelle ça des ateliers de commerce, qui sont, comment dirais-je, orienté sur tous les problèmes techniques et réglementaires de l'accessibilité et de la loi de 2005 avec l'échéance du 1er janvier 2015. Et donc, voilà, je confirme que les chambres de commerce et d'industrie sont très impliquées dans ce processus. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, je suis Yves Pucheral, je suis le directeur de la société Midel et je travaille dans l'accessibilité des commerces avec des produits dérogatoires, c'est-à-dire ce sont des marches qui s'installent dans la marche à franchir. Et je suis très surpris de ce que dit M. Méry, hein, que je connais très bien. Pour preuve, c'est que hier j'étais en commission de dérogation à Colmar. Le magasin a mis une marche qui est donc refusée. Enfin, c'est une marche qui se déplie, hein, donc qui ne prend pas de place, qui ne nécessite pas de perte commerciale dans le magasin, qui se déplie donc avec une aide extérieure, bien sûr. Hein, donc et cette marche a été refusée par l'APF. Donc, alors j'ai eu l'impression de passer devant un tribunal parce que je me suis déplacé. J'ai été jugé, puis on m'a dit non, cette marche ne correspond pas à l'attente, on veut un ascenseur. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Méry, parce que là, je suis très surpris, effectivement, je me dis, chaque dérogation, enfin chaque commission a sa manière d'interpréter la loi. Moi, j'ai bien compris qu'effectivement, faire une rampe à l'intérieur, c'est 30% de perte commerciale. En plus, avec la largeur des allées, ça veut dire qu'il ne reste plus de place pour faire son commerce. Donc l'idée, moi, que je trouve de bon sens, c'est de permettre des solutions simples et sécurisantes, surtout pour l'utilisateur. Et en fait, l'accessibilité en pleine autonomie, et là je rejoins M. Méry, elle doit être absolument sans dérogation dans le neuf. Dans le neuf, il est hors de question mais dans l'existant, on ne va pas raser les centres-villes, les vieilles villes. Il faut bien trouver des choses simples, de bon sens, et justement que le commerçant aille au-devant de la personne. Moi, très sincèrement, je trouve ça plus sympathique, et je ne me sens pas du tout diminué parce qu'on va venir au vent de moi pour ouvrir une rampe ou éventuellement m'aider à rentrer en me poussant. Il faut apprendre à vivre ensemble, c'est ça, hein, le design for all. Moi, je le sens vraiment comme ça. Et je suis très surpris en plus, je voulais dire, c'est que je suis un peu remonté, hein, excusez-moi Monsieur Méry, parce que je reviens de Colmar et je me suis fait vraiment ça a été très dur, parce que je me suis déplacé pour expliquer notre matériel. J'ai été reçu 10 minutes dans la commission, je suis sorti pour le temps qui délibère, et effectivement le magasin pour qui j'avais fait les travaux a eu un refus de dérogation. Bon. J'ai trouvé, en plus, je suis allé avec mes enfants faire les courses de Noël, justement, à Colmar, dans la région, là, à Kaisersberg. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était particulièrement inaccessible. Alors je me dis, quand les commissions sont très exigeantes sur le respect de la loi, bizarrement, c'est là où c'est le moins accessible. Alors je ne comprends plus. Voilà. Alors, Monsieur Rémy Lotte, et puis je vous donnerai aussi la parole, bien sûr, par rapport aux APF. Moi, ça ne m'étonne pas que ce ne soit pas accessible, monsieur, parce qu'effectivement, je pense que quand on a des commissions qui sont très jusqu'au boutiste de l'interprétation de la loi, il y a deux façons. Hein. Quand ces interprétations mettent en péril les commerces, le commerçant, il a deux façons de traiter le problème. Un, il fait rien. Il fait rien parce qu'il dit, si je fais quoi que ce soit, je vais me faire allumer et j'aurai pas les moyens de le faire. Ça, c'est la première solution. Et sachez que
Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui n'osent pas déposer des autorisations administratives pour pas avoir cette obligation de se mettre en conformité et faire des travaux qu'ils ne pourraient pas supporter économiquement. Ça, c'est la première solution. Et ça, c'est la vraie vie que je vous dis là. Donc, on a beaucoup dit que les Galeries Lafayette avaient beaucoup de moyens, avaient beaucoup d'argent. Mais on a peut-être 1000 fois plus de moyens qu'un petit commerçant. Mais je dirais qu'on a 2000 fois plus de problèmes. Pourquoi 2000 fois plus? Parce que non seulement on en a autant au mètre carré, et en plus, on est forcément un peu dans la ligne de mire de tout le monde. Quand on est un Galerie Lafayette, quand on est dans une ville de province, évidemment, comme disait madame, on viendra nous chercher, nous, avant d'aller chercher le petit commerçant. Et c'est normal d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Donc on a 2000 fois plus de problèmes que les autres. Donc la première solution, c'est de ne pas faire les travaux. La deuxième solution, c'est de les faire en trichant. Parce qu'effectivement, on dit qu'on fait quelque chose, et puis finalement, on fait autre chose. C'est aussi une solution. Mais je pense que ce soit dans la première solution ou la deuxième solution, tout le monde est perdant. Donc effectivement, face à des commissions qui sont excessives dans leurs demandes, et jusqu'au boutiste, et qui ne sont pas dans le dialogue, effectivement, on n'arrive pas à une bonne solution. Et c'est pour ça que quand je vous dis, bah oui, travaillons ensemble pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, je pense que c'est important. Donc ça ne m'étonne pas du tout ce que vous me dites. Alors attendez, j'ai promis un droit de réponse là par rapport aux APF. Oui, quand même, un droit de réponse. Monsieur Pucheral, vous savez très bien autant que moi que tout dépend effectivement de la configuration des lieux. Donc sortir un exemple comme ça, je dirais sans expliciter, sans avoir le cas sur les yeux, c'est un petit peu compliqué. Par contre, vous avez dit effectivement, on a refusé la dérogation des travaux que j'avais effectués. Or, c'est pas la procédure qui est demandée par la CCDSA. D'accord ? Donc je tiens quand même à dire, c'est que si vous tenez à valider des travaux qui ont été effectués sans demander auparavant la dérogation, on a déjà eu cette conversation, monsieur Pucheral. On a déjà eu cette conversation. Je veux dire, il ne faut pas s'inscrire hors la procédure, ne faites pas valider, je veux dire, des achats par des commerçants, parce que justement, ça met les commerçants en difficulté. Comment voulez-vous s'inscrire? Et bon, je signale quand même que ce n'est pas l'APF qui fait la CCDS, c'est quand même un collège sous l'autorité préfectorale quand même. Donc je tiens quand même à préciser les choses. Donc attention, je pense que je confirme qu'il faut avoir un discours rassurant, honnête. Je veux dire, l'acteur de bonne foi qui s'inscrira dans une procédure pourra parfaitement obtenir une dérogation à partir du moment où elle sera dûment motivée. Mais celui qui ne fera pas les travaux parce qu'il sera de mauvaise foi, on ne tient pas à tuer le petit commerce. C'est simplement de permettre, je dirais, à quiconque d'obtenir la prestation. C'est tout. Maintenant, attention aux simplifications. Voilà qui a été clair. C'est pour madame maintenant. Bonjour, Karen Cam, Chambre de commerce de Grenoble. Alors nous, on rencontre le cas aussi de commerçants qui se heurtent à leur copropriété, notamment dans le centre-ville. Alors, des copropriétés qui refusent que des travaux soient effectués pour la mise en accessibilité. Donc que ce soit au niveau pour creuser éventuellement, parce qu'il peut y avoir une solution pour gommer une marge qui peut être creusée, il y a des caves en dessous, la copropriété refuse, ou carrément changer un peu l'aspect de l'immeuble. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous y collez. Alors, j'allais dire comme un bon politique, c'est une bonne question. On n'a pas de solution aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, on n'est pas en 2015, on est en 2012. Donc aujourd'hui, entre guillemets, il n'y a pas de problème, sauf qu'il n'y a pas de problème lorsqu'on ne fait pas de travaux. Mais comme vous le dites, et on a des cas, un commerçant qui veut étendre son magasin, qui veut faire une rampe tout simplement sur une copropriété, effectivement, aujourd'hui, on est dans des situations de blocage. Alors, la question se posera de manière encore plus compliquée en 2015, quand les travaux seront à faire obligatoirement. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pour l'instant. Le cas de figure n'est pas prévu dans les textes de toute façon. Alors, la copro devrait être accessible en 2015, mais la réponse n'est... On a le même problème pour les travaux thermiques, sur les améliorations énergétiques, on l'a aussi sur ça. J'ai pas de réponse. D'autres questions ?
Bonjour, Maria Ulrich, conseiller commerce à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. Simplement pour dire qu'effectivement, les chambres consulaires, évidemment, comme vous l'avez tous compris, se mobilisent pour effectivement amener l'information au plus près des commerçants. Et notamment, nous accompagnons ce petit commerçant indépendant pour la plupart du temps qui n'a pas des moyens justement de chercher cette information facilement. Ce que je voudrais rajouter également, c'est par rapport aux commissions accessibilité. Nous avons fait une démarche, c'est-à-dire que nous avons demandé à participer, non pas avec un droit de vote évidemment, mais en étant conseiller technique à la commission accessibilité à la préfecture. Ça nous a été accordé et donc nous participons effectivement à donner cet appui technique et notamment à se pencher sur les demandes de dérogation que font ces petits commerçants. Voilà, une information. Allez, on est dans les 3 dernières questions. Moi, c'était juste une intervention par rapport participer à des sous-commissions comme conseiller technique. Nous, on y est avec le droit de vote. Chambre de commerce de l'Ain. Et c'est possible. Voilà, c'est une possibilité aussi qu'on peut avoir pour défendre nos ressortissants. Voilà. Alors c'est lourd, hein, c'est une matinée tous les 15 jours quand même. Merci. Voilà, je crois que... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une dernière question dans la salle. Plus personne. Tout au fond, bien sûr. Je me permets, M. Pucheral. Je passe. Hop là. Bonjour, Chambre de commerce du Pays d'Auge, dans le Calvados. Je vais revenir sur la prise en charge des travaux par rapport aux propriétaires des murs et à l'exploitant. Ne peut-on pas craindre, malgré tout, après un déplafonnement de loyer, mettant en péril la situation financière de l'exploitant? Il semblerait aussi qu'il soit possible de mettre en place un avenant pour le bailleur, pour le commerçant, afin de préciser qu'il aura la charge des travaux de mise en conformité de son établissement. Là, je parle pour l'existant et pour la création. Ne peut-on pas imaginer que le commerçant qui s'installe ait un loyer exorbitant? Est-ce qu'il est possible d'imaginer une réglementation à ce sujet? Comment peut-on appréhender ce problème? Je vais revenir sur la DDTM. On essaye, nous, dans le Calvados, de les impliquer dans notre démarche que l'on souhaite mettre en place par rapport aux prédiagnostics, aux diagnostics qui ont été, qui vont être financés par une partie dans le cadre d'un ORAC, de la directe, permettant ainsi aux commerçants de payer un diagnostic tout à fait, à un prix tout à fait correct. Que vous dire d'autre? On est sur le stand effectivement à côté, si vous voulez plus d'infos. Moi, je suis preneuse de plein d'informations à ce sujet, car il y a des vraies questions par nos commerçants. Et puis voilà. Il y a pas mal de questions dans votre intervention. La première, effectivement, concernant le bail. Effectivement, si c'est rien marqué, c'est le bailleur qui doit prendre en charge. Il faut quand même savoir qu'il y a de plus en plus de baux dans lesquels il est marqué que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est le preneur qui prend. Hein. Donc même si c'est pas marqué spécifiquement à la mise en accessibilité, mais c'est souvent marqué que quelles que soient les demandes de l'administration, c'est finalement le bailleur qui prendra. Bon, ça, je parle des grands bails, des foncières un peu anglo-saxonnes. C'est pas forcément le cas des petits baux, des petits commerçants dans le Limousin, et heureusement. Donc effectivement, je pense qu'il y a largement moyen de se défendre là-dessus. Et le troisième point, c'est concernant le déplafonnement du bail. Non, le déplafonnement du bail, il est réglementé. Il y a des clauses de déplafonnement et je ne pense pas qu'une mise en accessibilité d'un commerce puisse être une raison d'une clause de déplafonnement. La jurisprudence le dira, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout prévu comme ça. Hein. Merci Rémi. Je voudrais quand même ajouter par rapport à ces questions de baux commerciaux, c'est que voilà, je ne veux pas citer la jurisprudence exactement, mais les choses évoluent beaucoup actuellement au niveau des tribunaux sur la répartition des charges de travaux, puisque, outre l'accessibilité, vous allez avoir toute la mise aux normes thermiques des bâtiments tertiaires à conduire d'ici 2020, et l'équilibre entre les bailleurs et les preneurs va en être profondément affecté, et les jurisprudences actuellement se rééquilibrent quand même plutôt en faveur des commerçants. Donc je vous invite là à prendre langue auprès des CCI, de vos organisations professionnelles ou de vos conseils juridiques. Il y a sans doute des choses à faire. Merci. Une dernière question.
Bernadette Pilois, Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. La loi de 2005 nous autorise à aller partout dans tous les commerces, y compris les magasins d'alimentation. Donc voilà un accès qui ne coûte rien aux commerçants, qui ne coûte rien à personne, mais qui nous facilite bien la vie. Donc je vous rappelle que nous avons le droit d'aller dans tous les ERP, quel qu'en soit le type et la taille, avec nos fidèles chiens guides qui sont bien élevés, qui se tiennent bien et qui ne feront aucun dégât dans vos commerces. Oui, mais absolument, je laisse applaudir. Je laisse applaudir. Et pour dire que nous avons rédigé, la ministre de l'écologie et du logement a rédigé un guide à ce propos sur le bon accès des personnes malvoyantes avec leurs chiens d'aveugle dans les commerces. On a rédigé ce guide, il est sorti il y a 2 mois. On a fait la préface, on a eu la chance de pouvoir faire la préface et donc on a réécrit et on a réaffirmé haut et fort, bien évidemment, que vous étiez les bienvenus dans nos magasins. On a fait une petite préface que je vous invite à regarder. Le guide est très bien fait. Donc merci de votre intervention. On espère que le guide va être bien diffusé. Il est sorti il y a 2 mois à peu près. Le nom du guide? Je ne l'ai pas comme ça. Bon, eh bien, voilà. Merci à tous. En attendant, on a vu que ce devenait un sujet extrêmement couru, l'accessibilité des commerces. Merci à nos intervenants et on espère avoir été concret et pragmatique. Au revoir.